Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Christophe Prochasson, directeur des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, et je me réjouis de vous voir ce soir dans cette première rencontre organisée dans le cadre d'une série de débats qui s'intitule les agendas du politique, et alors qui est une... je vais pas être très long parce que vous êtes là pour entendre d'abord les auteurs des ouvrages et les discutants, mais je voulais vous préciser tout de même l'origine de cette nouvelle série de débats. Il y en aura d'autres qui sont donc conjointement organisés par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, qui ont publié les 3 ouvrages dont il est... Non, je dis 3, il y en a que 2, ça suffit, c'est déjà pas mal. Les 2 ouvrages qui occupent le centre de ce débat. Et alors, dans un jargon qui est désormais celui des chercheurs en sciences sociales, un LABEX, c'est-à-dire un laboratoire d'excellence, qui a le nom non moins barbare de TEPSIS. Alors ne me demandez pas quel est le sens de cet acronyme, j'oublie toujours, mais qui est quelque chose autour des transformations de l'État, de la politisation des sociétés. Et ces deux institutions, ces 2 structures, du moins, qui encadrent la recherche, se sont liées l'une à l'autre pour débattre autour de grandes questions qui ont trait, au fond, au sens large, à notre actualité, que cette actualité soit politique, sociale ou économique. Alors nous avons décidé de commencer cette série autour de ces 2 ouvrages qui viennent tout juste de sortir de nos presses, comme on dit, et je remercie les auteurs de se prêter à ce débat qui est le premier du genre, donc on a toujours un petit peu de crainte sur l'organisation d'un premier débat. Et puis je voulais aussi remercier Pierre Manant et Loïc Blondiot de s'être joints à nous ce soir pour nous aider à commenter et à réfléchir autour de cette question. Alors question peut-être un peu étrange. Les idées font-elles voter? À cette ère de la communication, on a parfois un peu le sentiment que le politique se réduit aux caméras de télévision, à des postures ou à des positionnements dans un champ médiatique, et que les motivations du choix politique ou du vote relèvent d'abord d'un spectacle. Alors c'est cette hypothèse un peu convenue qui va peut-être être remise en cause ce soir, et autour de cette idée, donc nous aurons d'abord, Pierre Manant va expliquer dans quelques instants les règles du jeu, d'abord les 2 auteurs et ensuite Loïc Blondiot qui viendra y répondre. Voilà, sans plus attendre, je te cède la parole, Pierre, et je vous remercie beaucoup d'être présent ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, donc, je suis Pierre Manant, j'enseigne la philosophie politique dans cette maison depuis un temps immémorial. J'ai donc atteint ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime l'âge des présidences. Et c'est pour cette raison que ce soir, je crois, j'ai le plaisir de présider cette table ronde. Donc, les deux auteurs, Edwige Kassenenbogen et M. Tariq Tasdaït, vont présenter successivement, chacun parlant à peu près 20 minutes, successivement leur travail. Ensuite, Loïc Blondiot proposera ses premières remarques critiques ou approbatrices, en tout cas engagera la discussion, et puis la discussion sera ouverte aux participants. Voilà, donc je passe la parole à Edwige Kassenenbogen pour son livre « Le nouvel idéal politique ». Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, Raymond Aron rappelait, il n'y a pas si longtemps, que les démocraties sont des pays de citoyens et pas seulement de consommateurs, et que c'est en préservant cette notion de citoyenneté que les sociétés libérales se protègent et qu'elles se protégeront de la menace totalitaire. Alors, mon ouvrage pose une question simple. Où en sont les théories de la citoyenneté ?
Le point de départ de mon enquête est un constat. C'est le constat du manque de prescriptions politiques concrètes sur lesquelles débouchent les théories actuelles de la démocratie. Les théories actuelles de la démocratie, théorie néo-républicaine, théorie de la démocratie délibérative, décrivent le processus démocratique comme un mécanisme délibératif par lequel les différentes opinions citoyennes s'affrontent au cours d'un débat public qui permet d'atteindre une forme de consensus. C'est l'idée très générale de ces théories, dans lesquelles donc l'accent est mis à la fois sur la participation citoyenne et sur le consensus que cette participation permet d'atteindre. Alors, à travers l'exemple de 3 néo-républicanismes, ce que je propose dans l'ouvrage, c'est de montrer qu'il règne en réalité, dans ces théories, à l'endroit de la décision politique, un flou abstrait. Flou, donc, autour de la décision politique, c'est-à-dire à la fois autour de la question de l'identité du groupe au pouvoir, ou de la personne au pouvoir, de son mode de désignation et de sa légitimité. Donc, en clair, on ne sait pas, dans ces théories, qui est le citoyen responsable et actif. On ne sait pas comment il, elle ou le groupe est parvenu au pouvoir. Et rien n'est dit sur l'origine du bien fondé de cette autorité politique. Alors, comment la notion de citoyenneté, qui est le concept phare de ces théories, se retrouve-t-elle entourée de tant d'obscurité? Voilà la question que je pose dans l'ouvrage, question à laquelle je propose de répondre de la façon suivante. L'obscurité donc qui règne autour de cette question de la décision politique dans les théories actuelles de la démocratie s'explique par le fait que ces théories développent ce que je propose d'appeler une version citoyenne de l'ordre spontané. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, version citoyenne de l'ordre spontané? L'idée d'ordre spontané est relativement simple. L'ordre spontané, c'est un ordre, ici social, un ordre que personne n'a voulu, que personne n'a conçu, et qui pourtant émerge, spontanément donc, des actions individuelles, libres et autonomes. Alors l'auteur qui a développé ce concept avec le plus de soin, celui qui en a systématisé l'application au domaine économique et politique, c'est Friedrich von Hayek, un philosophe économiste autrichien du XXe siècle, celui qu'on appelle aussi aujourd'hui le père du courant néolibéral. Et ce qui est intéressant dans cette notion d'ordre spontané, selon moi en tout cas, c'est cette idée qu'un ordre efficace peut se former à partir de l'interaction d'individus ignorants, d'individus rationnellement limités, ignorants donc de la plupart des causes et effets qui les entourent. Alors, dans la théorie hayekienne, cette idée s'applique en premier lieu au marché. C'est ce que Hayek appelle l'ordre catalactique, d'un terme grec, katalatai. Donc, chaque agent sur un marché, à la place où il se trouve, Hayek parle de man on the spot, chaque agent sur un marché détient une information limitée, mais suffisante, pour agir au mieux, pour lui-même et pour l'ensemble. Donc, ce qu'il faut voir, selon moi, le point crucial de la théorie hayekienne, c'est que c'est une théorie de la dispersion de la connaissance. La connaissance ne peut, selon Hayek, être détenue que de façon partielle et isolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
croire qu'on peut centraliser la connaissance en un lieu, et en particulier dans le lieu du pouvoir, c'est une erreur. C'est la grande erreur, selon Hayek, du camp socialiste. Pour Hayek, un système efficace, c'est un système fondé sur une humilité intellectuelle, une modestie épistémologique qui reconnaît les limites de la raison humaine. Et donc l'efficacité de l'ordre issu des actions libres, des actions individuelles libres. Voilà, donc c'est une représentation de l'ordre social très spécifique que développe Hayek. Dans cet ordre, dans l'ordre social hayekien, il n'y a pas de plan d'ensemble, il n'y a pas de centralisation des connaissances, on se meut sur un plan horizontal, celui des échanges interindividuels. Et c'est de ces échanges que l'ordre spontané émerge. Un ordre spontané, donc, et évolutif. Alors, juste, il faut se rappeler que le grand combat de Hayek, son combat contre l'arrogance constructiviste de la raison humaine, c'est un combat qui est issu de l'observation par Hayek des horreurs provoquées par les régimes nazis et soviétiques. Et donc, dans sa vision, c'est pour ça donc, que dans sa vision, la raison ne doit pas être organisatrice, elle ne doit pas être directrice. Elle est inhérente au système lui-même. Système donc qui est laissé libre dans ses fonctions autorégulatrices. Le combat de Hayek contre l'idée constructiviste, contre l'idée que l'homme peut, par la seule force de sa raison, bâtir et contrôler les systèmes dans lesquels il vit, ce combat, et c'est un point que je développe donc dans l'ouvrage, mène Hayek en quelque sorte à enfouir la raison dans le système. Alors je reviendrai sur cette idée dans un instant, mais pour l'instant, revenons-en donc aux théories démocratiques et aux parallèles que je propose de dessiner, à cette idée de version citoyenne de l'ordre spontané et à ce que j'entends par là. Alors, d'abord une petite précision. Comme Tariq Tasdait et Rabia Nessa, je prends le parti dans cet ouvrage de considérer que même si un outil intellectuel est marqué par une certaine tradition idéologique, rien n'interdit de reconnaître sa valeur scientifique, d'abord, et ensuite de rechercher son utilisation dans des pensées, des doctrines qui sont parfois très éloignées de l'idéologie qui lui a donné naissance. Voilà, donc cette précision mise à part, je propose de qualifier les théories démocratiques actuelles de version citoyenne de l'ordre spontané pour deux raisons, donc qui sont mes deux arguments principaux. La première, c'est que ces théories manifestent une égale méfiance vis-à-vis de l'impérium étatique, vis-à-vis de la puissance étatique qui est une menace prégnante dans les trois théories que j'étudie. Menace donc contre laquelle l'empire du droit, la rule of law et la Constitution font rempart. Voilà un point donc commun aux trois exemples de néorépublicanisme. Second point, second argument, qui est aussi sans doute mon argument principal, c'est que ces théories, les néorépublicanismes que j'étudie, reposent toutes, c'est ce que j'argue en tout cas, sur une même intuition qui est une confiance dans les effets, les heureux effets d'un processus, d'un système qui n'est orienté par aucune idée explicite ou substantielle du bien commun. Donc, l'accent est placé dans ces théories sur le processus intersubjectif, processus délibératif dans ces théories, qui en vient d'ailleurs à primer sur les objectifs républicains eux-mêmes.
Voilà, donc ce que je montre dans mon livre, social, qui est finalement très proche de l'intuition hayekienne. Et pour cette raison, je propose de baptiser cette vision spontanéiste. Spontanéiste. Donc, pour schématiser, mon idée, c'est qu'on peut concevoir l'organisation de la vie sociale de deux façons, depuis Rousseau en tout cas. La première est souverainiste et autoritaire. Dans cette première conception, le pouvoir surplombe le système. Le pouvoir dépend d'un contrat social initial, un accord sur un certain nombre de règles procédurales. Ça, ce serait la première conception. La seconde, qui est plus récente, insiste plutôt que sur la décision politique, l'art de la prise de décision collective, plutôt que de mettre l'accent sur cet art politique, elle insiste, ou elle se concentre sur une accumulation de décisions individuelles qui, par leur effet d'ensemble, conduisent à des circonstances qui affectent le groupe entier, le groupe en entier. Donc, grossièrement, dans la première vision, je l'ai dit, le pouvoir surplombe le système. Dans la seconde, il est une propriété du système. Il est inhérent aux institutions sociales. C'est dire que le pouvoir est essentiellement relationnel. Il est censé être détenu par tous et par chacun. Voilà, donc mon idée, c'est donc que les nouvelles théories démocratiques, les néo-républicanismes, sont conformes à ce second modèle, au modèle spontanéiste. Or, et c'est là que ma critique prend sa forme, ou du moins c'est en partie ce qui fonde ma critique, dans ce modèle, dans le modèle spontanéiste, la puissance d'action et de réflexion individuelle est ambiguë, pour dire le moins. Pourquoi ? Parce que c'est toujours le processus global, immédiat, le processus spontané et contingent qui importe. Ce n'est pas tant l'action individuelle de l'entrepreneur pour Hayek, du citoyen pour les néo-républicains, qui importe, que le résultat des actions combinées. Donc le progrès dans ces théories, le progrès est moins individuel que systémique. Le progrès est systémique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas dans ces visions de référence extérieure au système. Et c'est une des propriétés de la vision spontanéiste, c'est que le système est considéré dans ces visions comme normativement clos. Il n'autorise aucune référence extérieure au système. Donc, les théories spontanéistes possèdent cette double caractéristique problématique, selon moi, qui est qu'elles font preuve d'un optimisme quant au progrès social et, en même temps, d'un conservatisme à l'égard des rouages du processus sociopolitique. Elles postulent un changement progressif à partir d'un principe d'inertie. Autrement dit, elles attendent du progrès social qu'il émerge à partir d'un dispositif essentiellement conservateur. Donc, c'est une difficulté de taille, certes, mais ça n'est pas la seule. Et j'insiste donc dans le livre sur 3 autres types de difficultés essentielles que soulève donc selon moi ce modèle spontanéiste, cette idée, cette application de l'ordre spontané aux politiques. 3 grands types de difficultés. Première difficulté, premier problème, c'est un problème de prise en compte du facteur temps. Prise en compte du facteur temps. Sur un marché, les choix, les décisions, les sentences, les jugements individuels s'expriment spontanément à travers le mécanisme des prix. Or, il n'y a pas, selon moi, d'équivalent à ce mécanisme en politique. L'analyse de la valeur et des effets des politiques publiques
que ce soit ex ante ou ex post, ne peut être immédiate. Et d'ailleurs, sur ces analyses, les avis divergent. Donc ça, c'est un premier problème, le problème de prise en compte du facteur temps. Second problème, un problème que Tariq Tasdaït et Rabia Nessa éclairent très bien d'ailleurs dans leur ouvrage, c'est le problème de la question de l'autorité qu'on peut raisonnablement accorder à l'électorat, aux opinions électorales. Donc je veux parler du paradoxe du vote, bien sûr, mais aussi de la question des motivations, la question de la compétence de l'électeur. Donc second problème. Et enfin, troisième problème, troisième difficulté, sans doute la plus grave à mes yeux, troisième difficulté posée par ces théories spontanéistes, c'est que ces théories ignorent la possibilité d'une utilisation stratégique du processus politique. Je citais plutôt le propos de Raymond Aron qui mettait en garde contre une telle menace. En clair, ces théories démocratiques ne prévoient aucun dispositif contre le dol, contre la captation du pouvoir par des intérêts, par des rhétoriciens habiles ou organisés. Ces théories ouvrent la voie du succès politique aux meilleurs stratèges. Voilà, donc au final, je crois que je soulève plusieurs questions dans ce livre. Une des questions principales est sans doute la question de la différence entre consommation et citoyenneté. Et je crois que la différence entre consommation et citoyenneté réside, et qu'elle devrait résider, dans une question d'implication intellectuelle et morale dans la participation. Parce que, en un sens, l'heuristique marchande trouve son intérêt dans ce qui l'oppose à l'heuristique politique, à savoir la simplification du réel et abstention des facultés de la raison abstraite. Ce que je veux dire, c'est que la décision sur un marché est immédiate. Elle est non seulement immédiate, mais elle est quasi instinctive. Or, les choses sont et doivent être différentes en politique. Voilà, donc le parallèle que je dessine dans mon livre met surtout en évidence, au final, le fait que ce que les nouveaux théoriciens de la démocratie, les néo-républicains proposent, selon moi, c'est en réalité un schéma de gestion efficace de l'ignorance publique à grande échelle. Schéma de gestion efficace de l'ignorance publique à grande échelle. Or, la chose me paraît critiquable, non seulement sur un plan théorique et éthique, mais aussi elle me paraît dangereuse en pratique. Ces modèles, les modèles délibératifs, ces modèles consensuels, qui utilisent le consensus comme outil, comme objectif du politique, ces modèles évacuent le conflit. Ils évacuent la question du conflit. Or, nier l'élément antagoniste du politique, nier l'élément agonistique du politique, nier les confrontations, les conflits qui définissent le politique, c'est, je crois, non seulement passer à côté de la question, passer à côté de l'essentiel, mais c'est aussi produire des théories qui entraînent, qui confortent l'apathie des citoyens et leur désintérêt des questions politiques. Donc, ce faisant, ces théories, je crois, autorisent implicitement la montée des extrémismes religieux ou politiques. Montée des extrémismes qui, eux, sont mieux à même de capter l'attention des citoyens. Elles ouvrent la voie, je crois, à un retour en force des passions dans la formation des identités collectives. Un appel au sentiment,
un appel aux émotions, bref, un appel aux instincts de l'électorat. D'où mon appel modeste, mais urgent, à une dissociation claire des logiques du consommateur et du citoyen pour préserver leurs libertés respectives. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé non seulement limpide mais vraiment lumineux, qui pose beaucoup de questions, ou auxquelles seront posées beaucoup de questions. Je passe tout de suite la parole à M. Tariq Tasdaï, qui va nous parler de son livre intitulé « Le paradoxe du vote ». Vous avez la parole. Bonsoir. L'un des enjeux qui nous réunit ici, parmi l'ensemble des questions qui avaient été posées, c'est la question du lien entre le comportement de vote et les idées. Et étant économiste, j'ai fait le choix de rapporter ce questionnement dans le cadre de l'analyse économique, c'est-à-dire en orientant ma présentation sur ce que l'analyse économique a à dire quant au comportement, ce qu'elle a à dire sur le comportement de vote ou ce qu'elle a à dire sur les motivations des électeurs. Donc j'aimerais déjà spécifier que vous n'aurez pas de réponse franche de ma part, et vous comprendrez dans la suite de la présentation. Néanmoins, je pense que dans ma présentation, il y aura suffisamment d'arguments pour que vous fassiez votre propre idée. Avant toute chose, j'aimerais préciser un point qui est très important parce qu'il conditionne la façon dont je vais présenter un peu les choses. Il faut savoir que la plupart des raisonnements, la plupart des travaux que je vais vous présenter ici ont été développés dans une même méthodologie qui correspond à ce que l'on appelle le choix rationnel. Cette méthode, elle n'est pas la seule. Cette méthode, c'est la méthode qui a cours en économie. Elle n'est pas la seule. Il y a d'autres méthodes alternatives, mais il se trouve que c'est celle qui est prédominante. Et j'entends ici, par choix rationnel, le cadre d'analyse où il est considéré que les individus sont rationnels dans le sens où ils agissent selon leur propre intérêt à travers un arbitrage coût-bénéfice. En d'autres termes, à travers le choix rationnel, ce que l'on cherche à décrire, du moins le présupposé, c'est qu'on cherche à décrire des individus qui se donnent les moyens de leur fin, c'est-à-dire qui cherchent à déterminer le comportement qu'ils doivent adopter pour aboutir à l'objectif recherché. D'accord ? Et dans le cadre du choix rationnel, du moins sur la base de cette méthode, il a émergé dans l'analyse économique deux façons différentes d'appréhender le comportement de vote. Et on peut même aller plus loin en soulignant qu'il a émergé en fait deux théories concurrentes dans la mesure où elles se distinguent dans la façon dont elles appréhendent la sphère politique. La première approche, c'est ce que l'on appelle l'approche instrumentale ou le vote instrumental, où il est admis que le vote d'un électeur n'a de valeur que s'il affecte le résultat des élections, que si sa voix fait la différence dans le résultat des élections. Et la seconde approche, qui se place totalement en opposition, l'approche qu'on appelle expressive, elle souligne que le vote répond à toute autre logique que celle d'affecter le résultat des élections. Et en particulier, elle répond à des considérations intrinsèques, c'est-à-dire des considérations qui sont propres aux individus. Et donc je vais étayer ces deux aspects et les mettre en parallèle à la question de départ, à savoir qu'est-ce qu'elles ont à dire, chacune d'elles, sur le lien entre idées et comportement de vote. Donc, concernant la première approche, l'approche instrumentale, elle a été introduite en 1957 dans un ouvrage de Anthony Downs et elle se propose d'étudier la sphère politique sous le prisme du marché, c'est-à-dire qu'elle se propose de décrire la sphère politique sous les contours du marché ou d'une économie de marché. Et on peut aisément, en tant qu'économiste, justifier cette façon de faire en rappelant tout simplement que l'objet d'étude de l'analyse économique est l'échange. Et quand on fait référence à l'échange, on pense en général au marché et aux échanges entre consommateurs et producteurs, sachant que ces échanges sont régulés par le jeu de la concurrence. Tout ceci pour dire que dès lors qu'on est confronté à un problème d'échange, on est confronté à un problème qui intéresse les économistes. Et donc, appliquer le regard de l'économie à la sphère politique, ça revient à déterminer ce qui, en démocratie, correspond à un lieu d'échange. Et en général, on considère que ce lieu d'échange est donné par les élections. En effet, dans sa forme la plus simple, on peut voir une élection comme un échange entre des candidats
et des électeurs. Les candidats proposent des programmes politiques en direction des électeurs pour s'assurer leur soutien et gagner le contrôle du gouvernement. Et les électeurs, de leur côté, donnent leur voix aux candidats dont ils pensent que la politique leur sera la plus profitable. On a donc bien un système d'échange où, en reprenant les termes de l'économie, les candidats offrent des programmes politiques et les électeurs donnent leur voix contre la possibilité d'obtenir la politique qu'ils désirent. Et cette façon de penser la sphère politique, de voir de l'échange dans la sphère politique, comme je vous l'ai dit, on l'appréhende en termes de choix rationnels, ce qui revient à dire qu'on admet l'idée selon laquelle les candidats maximisent leur probabilité de victoire, c'est en ce sens qu'ils sont rationnels, et les électeurs maximisent leur propre satisfaction, c'est en ce sens qu'ils sont rationnels. Étant donné cette façon de penser la sphère politique, que peut-on dire du comportement de vote des électeurs ? Le résultat qu'Anthony Downs met en valeur, il est assez catégorique, les électeurs vont s'abstenir. Et on observera un taux de participation qui est nul. Ce résultat, bien sûr, évidemment, il a suscité la critique et tout. Et une façon de présenter l'intuition, l'idée qu'il y a derrière ce résultat, c'est pas... Il y a différentes manières de justifier ce résultat en réalité. Mais la façon que j'ai trouvée la plus agréable et la plus parlante, c'est de reprendre l'interprétation qu'en a donnée Moncure-Olson dans son ouvrage La logique collective, non pas la version de 65, mais la version élargie de 71. Il relève notamment qu'une élection, ça correspond à un bien public. Ça correspond à un bien public dans la mesure où le président qui sera élu sera le président de tous les citoyens, quel qu'ait été leur comportement, qu'ils aient voté pour lui, qu'ils aient voté contre lui ou qu'ils se soient abstenus. Donc, en d'autres termes, aucun citoyen ne peut être exclu des bénéfices d'une élection. Et en raison de cette propriété, il n'est pas dans l'intérêt d'un citoyen de voter, car qu'il ait soutenu ou non le candidat, en s'abstenant, il obtient tout de même des bénéfices, tout en faisant l'économie des coûts qui sont liés à l'acte de vote. Une autre façon de présenter cette idée, c'est l'intuition d'Anthony Downs, qui est une intuition beaucoup plus formelle, plus analytique, plus mathématique. La même idée peut être transcrite de la manière suivante. Dans la mesure où pour chaque électeur, la probabilité qu'il influence le résultat de l'élection, que sa voix fasse la différence dans le résultat de l'élection, est tellement marginale dans le flot des électeurs qu'il ne peut espérer, en se déplaçant voter, réaliser un bénéfice espéré qui soit supérieur à son coût à voter. Et c'est ce qui est communément appelé le paradoxe du vote. En d'autres termes, si les individus agissent de façon rationnelle, ils n'ont absolument aucune incitation à voter. D'accord ? En soi, le résultat est assez paradoxal, dans la mesure où on a une prédiction théorique qui nous dit que les individus ne votent pas, et au concret, ce que l'on constate, c'est que les individus votent. Et on peut encore aller plus loin en constatant que ce sont justement dans les élections nationales que l'on observe les taux de participation les plus élevés en Europe, hormis les États-Unis. Et donc, on a un résultat qui suscite la critique, mais qui suscite aussi la curiosité. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que bien que le résultat soit décevant, bien que la théorie nous donne quelque chose qui ne correspond en rien à la réalité, ce résultat en soi, il n'est pas, bien qu'il soit décevant, il n'est pas inquiétant. Il n'est pas inquiétant parce qu'il y a un aspect du problème que je ne vous ai pas exposé, c'est que ce résultat, il découle d'un cadre d'hypothèse qui est totalement irréaliste. Et il va de soi que d'hypothèses irréalistes, on ne peut obtenir qu'un résultat irréaliste. En particulier, quand Downs a construit sa réflexion, il a considéré 3 hypothèses très fortes. La première, c'est que les programmes politiques des candidats sont des données, c'est-à-dire que les candidats ne définissent pas eux-mêmes leur programme politique, c'est quelque chose dont ils héritent. La deuxième hypothèse, c'est qu'étant donné que les programmes politiques ne sont pas déterminés par les candidats, les préférences des électeurs, elles dépendent non pas des programmes politiques, puisque ça fait partie de l'environnement, mais elles dépendent de l'identité du candidat. En d'autres termes, dans le modèle que je viens de vous présenter, les électeurs votent non pas pour déterminer le programme politique qu'ils préfèrent, mais pour déterminer le candidat qu'ils préfèrent. Et la troisième hypothèse, c'est qu'ici, la probabilité d'influencer le cours des résultats d'un électeur est une donnée également, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de la taille de l'électorat et elle est indépendante du comportement de l'électeur.
Donc, comme on peut le voir, on a donc un cadre qui repose sur des hypothèses irréalistes. Et en soi, c'était pas gênant d'avoir un cadre pareil. Pourquoi? Parce que c'était une situation idéalisée. Dans le meilleur des cas, que se passerait-il? Il s'avère que c'est pas le meilleur des cas. Et la question qui se pose maintenant, et c'est tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui joue dans la réalité, qu'est-ce qui semble jouer dans la réalité et que l'on pourrait intégrer dans notre réflexion pour mieux cerner les motivations des électeurs. Et comme ici, le fil conducteur de la conférence, c'est la notion d'idée, j'ai essayé de... Ce qui m'a semblé le plus compatible avec cette notion d'idée, c'est l'élément pluralité politique. C'est-à-dire la meilleure façon d'appréhender l'impact des idées sur le comportement de vote, c'est d'identifier les idées à la pluralité politique, c'est-à-dire construire un cadre d'analyse où les candidats ont la possibilité de définir eux-mêmes leur politique en fonction des attentes des électeurs et tout en cherchant à se distinguer de leurs concurrents et savoir si cet élément-là était suffisamment fort pour expliquer la participation aux élections. Et là, ça a fait l'objet de toute une littérature dans les années 80 qui est relativement sophistiquée, mais toute cette littérature, tous les modèles qui ont été proposés sont relativement complémentaires au point qu'on peut les résumer dans un petit cadre relativement simple. Et une des particularités de ces modèles, c'est qu'ils cherchent à tendre vers plus de réalisme dans les hypothèses qu'ils intègrent pour créer leur raisonnement. En particulier, il est considéré des candidats qui déterminent leur programme politique sur un axe gauche-droite en fonction de ce qu'ils savent des préférences des électeurs. Il est aussi admis que dans ce cadre-là, les candidats maximisent la pluralité politique, c'est leur façon d'être rationnelle. Il est également admis que les électeurs déterminent leur comportement de vote en fonction de leurs préférences sur les programmes politiques qu'il aurait proposés. Il est également admis que chaque électeur connaît parfaitement ses propres caractéristiques. Il sait les préférences qu'il a par rapport au programme, il sait le coût à voter qu'il supporte, et on admet qu'il ne sait pas quelles sont les préférences des autres. Il en a une idée, mais il ne le sait pas clairement. Quelles sont les préférences des autres et quels sont leurs coûts à voter. Et on admet encore que dans ce cadre-là, dans la mesure où les électeurs ont connaissance des programmes politiques, puisque c'est quelque chose qui est observable, dans la mesure où ils ont une idée assez précise de la taille de l'électorat, vous savez, si le nombre d'électeurs est plus ou moins élevé, et qu'ils sont quand même capables de se faire une idée du rapport de force entre électeurs, qui est susceptible de voter pour l'un, qui est susceptible de voter pour l'autre, on admet alors qu'ils sont en mesure d'estimer, en quelque sorte, leur probabilité d'influencer les élections. Et dans ce cadre-là, on met en valeur un grand nombre de résultats qui ne nous intéressent pas tous, mais il y en a 3 que j'ai trouvé intéressants et qui sont assez instructifs pour l'enjeu sur lequel on est. Un premier résultat qui tombe, c'est qu'il est montré que maximiser la pluralité politique, c'est parfaitement équivalent à maximiser la probabilité de victoire. C'est-à-dire établir un programme politique en se distinguant de ses concurrents, c'est chercher à gagner, et de la même manière, chercher à gagner, c'est pas autre chose que mettre en place un programme politique qui est différent de son concurrent. D'accord ? En d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie que les candidats ont une incitation à se distinguer les uns des autres. Le deuxième résultat, on nous montre que, avec la pluralité politique, le taux de participation est positif. Ça signifie qu'il y a des électeurs qui vont voter. Et donc, ça confirme l'idée suivant laquelle la pluralité politique, les différences de programme, ça favorise la participation. Et on a un troisième résultat qui est que parmi les électeurs qui vont voter, on trouve une catégorie particulière d'électeurs qui sont des électeurs dont le coût à voter est négatif, c'est-à-dire qu'il intervient positivement dans leur satisfaction. Et c'est ce qu'on décrit comme étant des électeurs animés de leur sens du devoir. Donc on a le sentiment qu'avec ces différents résultats, finalement on a quelque part apporté une réponse. Et pourtant ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour 2 raisons. La première raison, c'est un résultat supplémentaire qui a été mis en place dans ces analyses, et c'est un résultat qui balaie tout ce qu'on vient de dire. Ce résultat, c'est le suivant, c'est que la probabilité de vote des électeurs est une fonction décroissante de l'électorat. C'est-à-dire que plus l'électorat est grand, plus on sait que sa probabilité d'influencer le cours des élections est faible, et plus on est incité à s'abstenir. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que plus l'électorat est grand, moins il y aura d'électeurs. Et on retombe sur le paradoxe du vote. Et donc ça veut dire que les résultats qu'on a mis en valeur ne sont valables que pour un petit électorat. Là, face à un petit électorat, dans une petite commune, on sait que sa voix peut prendre énormément de valeur et donc là, on va voter. Et donc on s'aperçoit que finalement, on n'a pas complètement résolu le paradoxe. Mais ce qui est plus intéressant, et c'est là où c'est le plus épineux pour la réflexion que je viens d'ouvrir, c'est la question du sens du devoir. Comme je l'ai dit, ces électeurs qui sont animés du sens du devoir sont des électeurs qui conçoivent le coût à voter comme un bénéfice. D'accord ? Le coût à voter, le bénéfice, c'est une donnée. C'est quelque chose qui est donné. Ils ne peuvent pas influer dessus. Le coût, c'est le coût. Donc, si c'est une donnée, ça veut dire que ce coût à voter, il est complètement indépendant du résultat de l'élection. D'accord ? Il n'est pas lié au résultat. Ça signifie quoi ? Ça signifie que pour ces électeurs, que leur candidat gagne ou qu'ils perdent, ils tirent tout de même une satisfaction à voter, puisque ce coût, ils se sont déplacés voter, ça leur a coûté, et ils le ressentent comme un bénéfice. Donc ça veut dire que ce sont des électeurs qui tirent leur satisfaction uniquement de l'acte de vote. Ils sont satisfaits d'avoir voté, quel que soit le résultat. Et c'est problématique pour nous, pourquoi ? Parce que tout le cadre instrumental est construit sur l'idée que le vote n'a de valeur que s'il influence le résultat des élections. D'accord ? Et là, on met en valeur des individus qui, eux, ne répondent pas à cette logique, puisque que leur candidat gagne ou perde, ils iront quand même voter, et la satisfaction, ils la retirent du fait d'avoir mis leur bulletin dans l'urne. Et donc, on s'aperçoit qu'au final, on a construit toute une réflexion en partant de l'idée que ce qui pousse les individus à voter, c'est le fait de vouloir faire gagner leur candidat. Ils le conçoivent comme une contribution, comme un investissement. J'investis dans un candidat. Et on s'aperçoit que la conclusion auquel on aboutit, c'est une conclusion qui nous dit, dans beaucoup des citoyens qui sont mis en valeur, beaucoup sont animés par le sens du devoir, et ce sens du devoir, il est complètement indépendant du résultat. Et ce qui est tout aussi problématique, c'est que toutes les études qui ont été réalisées dans les pays démocratiques montrent que la première raison qui amène les citoyens à voter, l'une des premières raisons qui amène les citoyens à voter, c'est leur sens du devoir. Et donc, ce sens du devoir, on le met en valeur, mais on le met en valeur, le résultat est incompatible avec l'hypothèse sur laquelle on est parti. D'accord ? Donc ça pose problème, et ça pose la question de comment reformuler la chose. Et c'est là que l'on arrive à la deuxième approche. C'est justement cet échec de l'approche instrumentale qui a permis à une approche alternative, l'approche expressive, d'émerger, sachant que cette approche expressive, comme je vous l'ai dit, elle réfute totalement l'idée selon laquelle les individus votent pour chercher à influencer le résultat, mais votent pour d'autres considérations, des considérations qui leur sont intrinsèques, qui leur sont propres. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette approche, elle connaît un peu un succès depuis les années 90, mais c'est une approche qui est assez ancienne, puisqu'elle a été développée en 1955 par James Buchanan, à la même époque où Anthony Dons publiait son ouvrage. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette approche, tout en s'insérant dans le cadre du choix rationnel, elle n'est pas le fait d'économistes. En dehors de Buchanan, qui est un économiste, tous ceux qui pratiquent cette approche sont soit des philosophes analytiques, comme Geoffrey Brennan ou Howard Margolis, soit des politistes. Et la question, c'est pourquoi cette approche est boudée par les économistes ? Je ne sais pas trop, mais j'aurais une interprétation, c'est que la particularité de cette approche, c'est que contrairement dans l'approche instrumentale, on réfute totalement l'analogie entre la sphère marchande et la sphère politique. Jusqu'à présent, on avait raisonné comme si les citoyens étaient des consommateurs et comme si les candidats étaient des entrepreneurs, des producteurs. D'accord ? On a fait l'analogie. Notre façon de raisonner l'économie, on l'a appliquée telle qu'elle sur la sphère politique, en disant que tout ça, c'est la même chose. La personne qui consomme, c'est la personne qui vote. Donc il n'y a aucune raison qu'elle se comporte différemment sur le marché et sur la sphère politique. Et donc là, on a des auteurs qui nous disent, et comme on l'a montré, on n'aboutit pas à des résultats qui sont concluants. Et donc on a toute une génération de philosophes et de politistes qui, tout en s'insérant dans le choix rationnel, proposent une alternative au sein du choix rationnel. Et l'idée, pour proposer une alternative, la première chose à faire, c'est de bien spécifier le fait que les individus ne se comportent pas de la même manière sur la sphère marchande et sur la sphère politique.
où ils avancent différents arguments, et il y en a 3 qui m'ont plu et que je vais me présenter parce que je pense qu'ils sont assez parlants. La première différence entre le marché et le politique, c'est que sur le marché, les biens ne sont pas exclusifs. Vous pouvez préférer un bien A à un bien B, ça ne vous empêche pas d'acquérir les 2 biens. Alors que ce n'est pas le cas dans une élection, pour la simple raison que vous pouvez aimer 2 candidats. À partir de l'instant où vous devez voter, vous devez choisir un candidat. Et quand vous votez un candidat, automatiquement, vous excluez le second candidat. D'accord ? Et donc, on dit que dans la sphère politique, les alternatives qui s'offrent aux individus sont mutuellement exclusives. La deuxième différence, elle est liée au fait que sur le marché, un individu prend son environnement social comme donnée. Il ne cherche pas à influer sur son environnement social. En d'autres termes, l'homme économique est non social. En revanche, sur la sphère politique, il en va tout autrement, puisque l'individu qui va voter a parfaitement conscience que son comportement s'insère dans une action collective. Et en ce sens, il est social. Et enfin, la troisième différence, c'est celle qui fait la brèche, c'est que sur le marché, un individu obtient exactement ce qu'il a choisi. Il va acheter une baguette, il a une baguette. Dans une élection, un individu obtient exactement ce qu'il a choisi dans un seul cas, quand il y a parfaite égalité entre les candidats et que c'est sa voix qui fait la différence. À ce moment-là, avec sa voix, il obtient le candidat qu'il désire. Mais dans tous les autres cas, qui sont la généralité, ce n'est pas vrai. Si une majorité de citoyens votent contre le candidat qu'il n'a pas choisi, sa voix n'aura eu aucune influence. Et si une majorité de citoyens votent pour le candidat qu'il désire, il a eu son candidat sans que sa voix n'ait une influence. En d'autres termes, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une déconnexion en politique entre le comportement et le résultat, entre le choix et le résultat. Et c'est en raison de cette déconnexion qu'on ne peut pas identifier la sphère politique, qu'on ne peut pas décrire la sphère politique comme la sphère dans laquelle on fait un choix entre le candidat A et le candidat B. Et tout c'est pour dire que c'est le lieu, la sphère politique est le lieu où les individus expriment une préférence qui leur est intrinsèque, c'est-à-dire une préférence pour quelque chose dont ils tirent une satisfaction pour ce qu'elle est, ou si vous voulez, et une préférence pour quelque chose auquel ils sont attachés et dans lesquels ils se reconnaissent. Et ça, c'est le cas notamment de l'idéologie, des valeurs, de principes moraux et de principes éthiques. D'accord ? Ça ne veut pas dire que dans la sphère économique, ces considérations intrinsèques ne jouent pas, mais elles jouent de façon plus importante dans la sphère politique. Si on accepte ça pour les électeurs, on doit tout autant l'accepter pour les candidats. Et qui vont chercher donc en ayant conscience des considérations intrinsèques des électeurs, qui vont chercher à développer une rhétorique émotionnelle et affective autour de symboles qui sont prégnants autour de l'opinion publique, ces symboles étant liés évidemment aux valeurs, aux principes éthiques, aux principes moraux. Et donc, ils définiront des programmes politiques tout autant pour leur contenu que pour leur valeur symbolique. Et c'est pourquoi, d'après ces auteurs, les sujets à forte tonalité symbolique sont prégnants dans les programmes politiques des candidats. Et ça fait référence à, je sais pas moi, l'identité nationale, ça fait référence au mariage homosexuel, ça fait référence à l'avortement, à l'euthanasie, au vote des immigrés, ça fait référence à tous les enjeux de société. Tout ceci pour dire que chez ces auteurs, la ligne de démarcation entre l'économique et le politique, c'est tout simplement que la sphère marchande est dominée par l'intérêt économique, alors que la sphère politique est dominée par l'opinion. L'opinion se traduisant dans les élections par un vote de dimension expressive. Et donc, j'en reviens à la question, est-ce que les idées, dans ce cadre-là, jouent sur le comportement de vote? Donc, est-ce que les programmes politiques à teneur symbolique, avec des expressions expressives, jouent? Sur ce type de choses, on n'a pas beaucoup de résultats parce que c'est une approche qui est assez nouvelle et on ne sait pas beaucoup formaliser les valeurs, on ne sait pas représenter ça mathématiquement. Donc les auteurs qui s'y prêtent font des petits modèles relativement simples à 2 candidats ou à un candidat
Et il procède par résolution graphique, c'est-à-dire qu'on fait des petits schémas et tout pour montrer comment les choses s'intègrent. Et donc, on n'a pas de résultat fort, mais un modèle, une représentation qui, à mon sens, dit beaucoup de choses. C'est une représentation de Brennan et Hamlin de 98, où ils considèrent un cadre où les électeurs sont situés sur ce qu'ils appellent un espace expressif, c'est-à-dire un espace des idéaux. Chaque individu est situé selon l'idéal dans lequel il se reconnaît sur cet espace. Donc on n'est plus sur un espace gauche-droite comme dans le cadre instrumental. Et plus précisément, en fait, le modèle est encore plus intéressant que ça, parce que les électeurs sont situés sur un espace et ils sont situés en un point qui représente toutes les valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent, ce qu'on appelle un point idéal. Et cet espace, il est délimité, il appartient à un intervalle. C'est assez intéressant de considérer ça, c'est l'intervalle à partir duquel il n'est plus intéressé par les autres valeurs, il ne se reconnaît pas dans elles. Et c'est intéressant comme optique parce que ça permet de dire qu'un électeur, tout en tenant à certaines valeurs, est pris à des concessions, à la marge. D'accord ? Il n'est pas obligé de se tenir exactement sur ces valeurs-là. Il est prêt, au moment de voter, à des concessions. Et donc, ici, les électeurs, évidemment, maximisent leur satisfaction en fonction des programmes politiques qui leur sont proposés. Et on est dans un cadre où les candidats déterminent leur contenu expressif, leur contenu en termes de valeurs, d'éthique, de morale, d'idéologie, en fonction des attentes, en fonction de ce qu'ils savent des attentes des électeurs, donc des préférences des électeurs. Et on a un premier résultat dans cette réflexion qui montre que même en présence d'un unique candidat, on observe un taux de participation qui est positif, et en particulier des électeurs qui se reconnaissent dans l'idéal qui est proposé par le candidat. Donc ça contribue à l'idée que voter, on ne vote pas pour chercher à influencer le résultat des élections, mais on vote pour manifester un soutien, une adhésion, un attachement à un corps de valeurs. Et dans le deuxième résultat, cette fois, ils considèrent une élection à 2 candidats, et pour mettre en valeur un résultat original, ils introduisent une hypothèse, c'est-à-dire qu'ils introduisent l'idée que les électeurs sont concentrés au centre, que la plupart des électeurs sont concentrés au centre et que plus on s'éloigne du centre, moins il y a d'électeurs, et plus on s'éloigne du centre, ce que j'appelle le centre, en fait c'est modéré, excusez-moi, des électeurs modérés, et plus on s'éloigne de valeurs modérées, on arrive sur des valeurs extrémistes. Et dans ce cas, ils montent encore une fois... Oui. Excusez-moi, je me disais, je suis désolé, j'ai pas la notion du temps. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et il montre, là encore, la participation est positive, mais ce qui est intéressant, c'est que avec leur modèle, ils donnent avec leur modèle selon lequel la participation est positive, ils donnent une explication à la fois à la participation et une explication à l'abstention. La participation, c'est une façon pour les individus de manifester une identité sociale, de manifester le fait qu'ils se reconnaissent dans un certain projet de société, dans une certaine forme de société, dans certaines valeurs auxquelles ils sont attachés et qui les définit en tant qu'individus. Et l'abstention, elle est liée en raison de ce qu'on appelle l'aliénation, c'est-à-dire que les gens qui s'abstiennent sont des gens qui ne trouvent pas de candidats qui leur permettent de manifester leur soutien à un idéal. Je dis idéal, mais ça peut être valeur, ça peut être idéologie, ça peut être morale, équité. Je suis désolé, on me dit que j'ai passé le temps. Donc, mais je voulais dire que, pour finir, qu'en dépit de l'attrait des conclusions, même cette approche est limite. Même cette approche peut s'effondrer. On peut donner des arguments pour expliquer pourquoi cette approche s'effondre. Mais c'est pour ça que je vous disais, j'ai pas de réponse franche. On a 2 façons d'appréhender et l'une comme l'autre repose sur des biais, quoi. L'idéal, on se dirait, c'est d'associer les deux, mais ça, c'est pas possible. Merci beaucoup. Je donne la parole à Loïc Blondiot. Voilà, merci Monsieur le Président. Donc je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à discuter de livres aussi différents. Vous l'avez remarqué, 2 livres qui s'inscrivent dans des perspectives, des jeux de langage, des formes d'énoncés, d'administration de la preuve, très différents, mais aussi très différents du mien. C'est-à-dire que il y a le premier de ces ouvrages est un ouvrage clairement philosophique, le second est un ouvrage de sciences économiques, s'intéressant aux politiques. Et moi, je suis sociologue, c'est-à-dire que je suis parfaitement étranger
parfaitement étranger à ces deux formes de raisonnement. Néanmoins, j'ai lu les deux ouvrages qui sont l'un et l'autre assez techniques, hein, et assez, me semble-t-il, qui démontrent une maîtrise de leur art respectif tout à fait remarquable. Ce sont des livres, me semble-t-il, importants, chacun dans son domaine, mais sont des ouvrages sur lesquels j'ai très peu de compétences. Je suis finalement un lecteur relativement naïf ou relativement candide. Ce sont des ouvrages aussi de statuts différents. L'un est une critique, une machine de guerre philosophique contre certaines théories contemporaines de la démocratie. L'autre est plutôt un manuel qui présente un état de l'art, qui présente une question et les différentes réponses qui lui ont été apportées et qui peuvent lui être apportées, un manuel organisé autour d'une énigme. Il y a néanmoins, je pense, au moins une problématique commune aux deux ouvrages, c'est la problématique de la disparition du politique. Pierre Birnbaum, dans les années 70, avait écrit un ouvrage qui s'appelait « La fin du politique ». Dans les deux cas, on traite d'une certaine fin du politique. Dans le premier cas, c'est une forme d'effacement de la volonté politique dans les démocraties contemporaines, mais aussi dans les théories politiques qui en rendent compte ou qui les justifient. Et dans l'autre, il y a une dissolution du politique dans l'économie qui est proposée par les théories économiques du vote. C'est l'idée selon laquelle le citoyen ne serait pas différent du consommateur, mais on l'a vu, Tariq Tasdaït se démarque par rapport à cette approche et nous montre que finalement cette équivalence entre citoyen et consommateur n'est pas du tout avérée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un certain nombre de remarques sur chacun des livres, pris séparément, quelques notes glanées au fil de la lecture. Alors, et j'espère, à travers ces remarques, essayer de contextualiser ces deux ouvrages, de les resituer dans un ensemble de controverses sur la démocratie et sur la citoyenneté. Alors, l'ouvrage de Hedwig Kastelen-Bogen est un ouvrage qui propose un rapprochement paradoxal entre deux ensembles de perspectives philosophiques sur la démocratie qui, a priori, sont totalement étrangères l'une à l'autre. La philosophie de Hayek, d'une part, l'un des pères fondateurs du néolibéralisme, et les théories de la démocratie délibérative ou les théories néo-républicaines. Et de ce point de vue-là, j'ai une gêne, mais ça c'est un point qui me paraît assez important, c'est quant à la confusion, me semble-t-il, que vous entretenez entre les philosophies politiques néo-républicaines et les théories de la démocratie délibérative, qui, à mon avis, ont suffisamment de différences les unes par rapport aux autres pour ne pas être assimilées complètement l'une à l'autre. Je pourrais peut-être y revenir, mais trois théoriciens sont visés, Philippe Petit, David Miller et Jean-Marc Ferry, qui incarneraient ces théories contemporaines de la démocratie, qui seraient finalement des formes d'apologie de ce que l'auteur appelle un ordre politique spontané, une forme de vérité politique immanente, de refus de toute forme de transcendance, et qui partagerait une même défiance à l'égard de l'État, vous l'avez dit, défiance qui est très marquée chez Petit, chez Ferry ou chez Habermas, une même critique de la rationalité et de l'expertise, l'idée qu'aucune intelligence n'est suffisante pour imposer sa définition de la réalité, et qui retrouve, me semble-t-il, un idéal de prudence, qu'on trouvait déjà chez les Grecs. Rejet aussi dans ces théories de la perspective d'un bien commun possible, extérieur au choc des volontés individuelles. Alors, cette vérité politique immanente
renverrait à une sagesse collective, à une sorte d'intelligence collective qui serait valorisée par ces théories, dans laquelle la morale, le bien commun, la vérité émergerait d'un processus de confrontation des subjectivités. Et l'ouvrage, c'est très important, y voit un risque, un danger. Y voit d'abord, me semble-t-il, un renoncement chez ces théoriciens à la possibilité de penser un bien commun supérieur et différent de ce qui émerge de cette discussion entre citoyens dans des forums participatifs. Elle y voit aussi, me semble-t-il, un renoncement des politiques. Les politiques auraient renoncé à imposer une vérité, à imposer une parole politique aux acteurs et serait placé dans une situation de chien crevé au fil de l'eau, c'est-à-dire tout ce qui viendrait de la société finalement, tout ce qui émergerait de cette discussion collective serait valide en soi. Nous n'aurions plus de critères pour différencier le vrai, le juste du social, c'est-à-dire de l'opinion publique. Le mot n'est pas utilisé, mais c'est ça l'idée, c'est l'opinion publique qui est visée. Et puis il y a un renoncement, on pourrait dire aussi, des élites, des savants, des experts, qui ne croiraient plus en leur propre supériorité. Et on sait, depuis les théories élitistes, que quand les élites ne croient plus en elles-mêmes, elles risquent très rapidement de se voir éliminées de la scène de l'histoire. Alors pourquoi c'est vraiment une perspective très nouvelle? C'est que les théories de la démocratie délibérative, donc qui ont été influencées par Habermas et par Rawls et qui sont nées dans les années 80, se sont construites contre les approches en termes de marché, les approches néolibérales. Il y a un article tout à fait célèbre de 1986 de Jon Elster, qui est cité dans l'ouvrage de Tariq Tasdaït, qui oppose le marché et le forum comme deux formes de prise de décision qui n'auraient rien à voir l'une avec l'autre. Le marché verrait la décision émerger d'un processus d'agrégation des volontés et le forum, lui, reposerait sur la délibération, la réflexion collective, la discussion, l'échange. Et là, on nous dit que c'est la même chose, ce qui, effectivement, est extraordinairement provocateur, me semble-t-il, extrêmement nouveau, et ouvre des perspectives très nouvelles. Alors, je voudrais répondre ou en tout cas discuter cette proposition théorique forte de plusieurs manières. D'abord, m'interroger effectivement sur l'adversaire que vous vous êtes donné, que sont les théories de la démocratie délibérative, et me demander si elles prônent réellement cet ordre politique spontané. Alors, ce qui était vrai d'Habermas, vous avez pris Jean-Marc Ferry, qui est une forme de substitut fonctionnel d'Habermas, vous ne discutez pas Habermas, mais vous discutez Ferry. Ce qui était vrai d'Habermas, où effectivement, chez qui il y avait une confiance dans la discussion ordinaire, dans l'opinion publique, extrêmement, tout à fait forte, ne l'est plus des théoriciens de la démocratie délibérative dans leur immense majorité aujourd'hui. Ce qu'ils proposent aujourd'hui, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est qu'ils proposent des procédures qui organisent la délibération, qui organisent la confrontation entre les opinions. Des procédures qui reposent sur des conditions de plus en plus exigeantes, sur des formes d'artefacts politiques dans lesquels on essaye de reconstituer les conditions d'une bonne délibération, c'est-à-dire une égalité
des participants un niveau d'information minimal, c'est-à-dire qu'on les confronte à des experts dans les jurys de citoyens, les sondages délibératifs, toutes ces formes de dispositifs délibératifs qui aujourd'hui prolifèrent dans le monde anglo-saxon et également en France. Nous avons affaire à des formes d'opinion publique contrefactuelles qui s'opposent à l'opinion publique qui est issue de la vie politique ordinaire, influencée par les médias et des discussions ordinaires. Cette opinion publique est jugée mauvaise par ces théoriciens et l'opinion publique qui répondrait aux conditions idéales de la délibération, au contraire, serait jugée bonne. Et donc ça contredit complètement, me semble-t-il, votre approche qui se trompe d'adversaire. On peut critiquer les théoriciens de la démocratie délibérative, mais pour des raisons inverses de celles que vous dites, c'est-à-dire pour justement favoriser des formes extraordinairement procéduralisées, extraordinairement artificielles de discussion. Deuxième remarque, qu'est-ce que vous entendez par le politique ? Cette promotion d'un ordre spontané, évolutif, horizontal, ce refus de la transcendance, ce refus du volontarisme politique, ce refus de l'autorité, ce refus du décisionnisme, pour reprendre une autre manière de voir ce contre quoi s'opposent ces théories, vous paraît être un effacement du politique, conduire à une disparition du politique. Mais l'enjeu, c'est qu'est-ce que vous entendez par politique ? Si vous avez une discussion aristotélicienne du politique, nous sommes dans une configuration tout à fait différente. Qu'est-ce que c'est que ce politique dont vous parlez ? Est-ce que c'est une donnée anthropologique ? Mais là, je vous renvoie à Pierre Clastres. Il y a des formes d'organisation politique dans lesquelles, finalement, un pouvoir vertical est complètement absent. Ou est-ce que c'est un devoir-être ? Et à ce moment-là, on peut considérer que la participation des citoyens à la construction d'un monde commun relève pleinement du politique. Il y a vraiment un problème de définition, d'enjeu de ce que vous entendez par politique. Et dans votre topo, vous ramenez le conflit. Et là, je suis beaucoup plus clairement en accord avec vous si vous faites du rapport au conflit la ligne de partage entre les différentes théories. Et ça me paraît tout à fait évident. On peut opposer à ces théories consensualistes des théories agonistiques du politique. Mais vous ne le faites pas dans votre livre et effectivement, ça me paraît manquer. Troisième remarque sur ce livre, l'adéquation ou l'ajustement entre ces théories et le réel politique contemporain. Vous suggérez cette idée. Vous dites qu'aujourd'hui, nous vivons à l'ère des réseaux, les sociétés sont de plus en plus complexes, et effectivement, ces théories justifient des formes politiques adaptées à cette évolution des sociétés contemporaines de plus en plus égalitaires, dans lesquelles les citoyens n'acceptent plus le fait d'autorité, n'acceptent plus le discours d'autorité, ce qui me paraît être un point tout à fait important. Et ces théories, finalement, seraient beaucoup plus réalistes, en quelque sorte, que celles qui, finalement, exaltent la nostalgie d'un pouvoir distinct et distant des citoyens, qui imposerait son point de vue, sa loi, sans rechercher l'assentiment, ou puisque c'est clairement ce que vous appelez de vos vœux, me semble-t-il, mais peut-être est-ce une mauvaise lecture de votre travail. Et la question que me paraît soulever votre livre, c'est est-ce qu'il est possible d'envisager, même si on le voit aujourd'hui, il y a des tentations à ce retour à des formes de décision autoritaire, est-ce que vous pensez qu'il est réaliste d'envisager ce retour? Autre remarque, je pense que votre livre croise très directement et s'attaque à un ensemble de propositions théoriques qui aujourd'hui rencontrent beaucoup de succès dans la théorie politique de la délibération, qui est tout ce qui renvoie à l'idée d'intelligence collective. L'idée qu'effectivement, il y aurait une supériorité épistémique de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie produirait des solutions collectives beaucoup plus efficaces, beaucoup plus justes,
dans certains contextes, qu'un gouvernement confié à des experts. Alors, je ne suis pas complètement convaincu par ces tentatives de démonstration de la supériorité du nombre, mais surtout de la diversité. L'enjeu, c'est de la diversité. C'est plus il y a de points de vue divers qui sont intégrés dans le processus de décision, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la diversité, et plus cette décision a de chances de répondre aux problèmes qu'elle vise à résoudre. Cette idée, elle ne me semble pas totalement infondée. Lorsque l'on observe les dispositifs participatifs, et là je reprends ma casquette de sociologue, lorsqu'on regarde des instances de délibération entre citoyens, on s'aperçoit, que les citoyens ne sont pas des idiots, sont capables d'introduire dans la discussion des éléments nouveaux, sont capables de ce qu'on appelle le plus souvent des formes d'expertise d'usage, sont capables d'introduire des paramètres différents, et qu'il est peut-être beaucoup plus efficace de se fonder sur ce débat collectif, sur cette délibération collective, que se fonder uniquement sur le point de vue des experts. Dernière remarque, il me semble que votre livre revient sur une vieille question, alors là qui m'intéresse et qui intéresse aussi Tariq Tasdaïd, qui est la question, vieille question de sciences politiques, de philosophie politique, de la compétence politique individuelle. Et il me semble, mais là je vais être un peu provoquant, il me semble que quelque part, il y a dans votre livre un déni de la possibilité pour les citoyens d'accéder à ce niveau de compétences politiques qui leur permettrait de produire des décisions rationnelles ou des décisions intelligentes. Je pense que vous êtes totalement en contradiction avec la position d'un John Stuart Mill qui lui renverse le problème en disant faites participer les citoyens, et Tariq Tasdaïd l'évoque dans son livre, faites participer les citoyens, ils deviendront intelligents. C'est-à-dire que le problème n'est pas un problème de préalable de l'intelligence, à la participation, c'est un problème de conséquence. Vous y êtes totalement étrangère. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question de la compétence individuelle, mais elle est fondamentale, elle traverse toutes nos discussions sur la démocratie, elle est renouvelée par trois types de regards et que je propose. Le premier type de regard, c'est le regard classique, alors là, qui n'est pas très nouveau. C'est l'idée du miracle de l'agrégation, c'est-à-dire l'agrégation d'opinions qui en elles-mêmes ne sont pas très informées, ne sont pas très compétentes, produiraient une forme de rationalité, mais sur le mode de la magie. Il y a des théoriciens de la science politique qui parlent d'un public rationnel, on ne sait pas pourquoi ça marche, les erreurs s'annulent les unes les autres, mais au moins on a un public rationnel. Deuxième avancée de la science politique, c'est la réponse en termes de juste assez. Les citoyens de Goodenough, les citoyens ne sont pas très intéressés par la chose politique, ils ne sont pas très informés, ils ne sont pas très sophistiqués, loin de là. Et d'ailleurs leur indifférence est rationnelle, c'est-à-dire qu'ils n'auraient aucune raison rationnellement de compiler les programmes politiques, de devenir aussi compétents qu'un professeur de sciences politiques, mais ils possèdent des instruments qui leur permettent de tirer le meilleur profit du peu d'informations dont ils disposent. Les heuristiques, ils font des raccourcis, ils sont capables de produire des décisions qui finalement s'avéreront en accord avec leurs propres intérêts, mais sans qu'ils aient besoin de s'informer. C'est tout un débat dans la science politique contemporaine, mais c'est une autre manière de résoudre cette question de l'incompétence. Et puis la troisième manière de résoudre, et moi je pense qu'elle est tout à fait robuste, me semble-t-il, c'est de penser la compétence politique non pas comme un statut, comme un état, comme une donnée individuelle, il y aurait des individus compétents, des individus moins compétents, et il faudrait confier le gouvernement aux experts, mais c'est un processus. C'est-à-dire que c'est dans des contextes qui favorisent l'affirmation de compétences existantes ou le renforcement de capacités potentielles chez les individus que l'on doit rechercher cette compétence.
Je suis déjà très long. Maintenant, quelques mots. J'ai peur d'encourir les foudres du président, qui voilà est prêt à me sauter à la gorge. Mais deuxième ouvrage, donc l'ouvrage de Taris Tazdaïd et Rabia Nessa sur le paradoxe du vote, qui m'a beaucoup intéressé. Mais là, en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que j'enseigne la sociologie électorale. Et pour moi, alors là, votre bouquin, même s'il est très technique, non, il n'est pas très technique. Il est quand même pour un étudiant de sciences politiques de 3e année. Il est un peu hard, mais il va me servir vraiment beaucoup et me servira de référence. Alors, il s'inscrit ce livre dans plusieurs contextes de controverse. Premier contexte de controverse, c'est la controverse autour de l'impérialisme de l'économie, c'est-à-dire des velléités hégémoniques d'une science humaine et sociale, la science économique, qui un jour a décidé d'annexer et qui progressivement essaye d'annexer tous les phénomènes sociaux en lui appliquant ses formes de raisonnement, en lui appliquant ses outils et en essayant de les rendre, en tout cas de rendre l'explication de ces phénomènes compatible avec ses hypothèses de rationalité. Ça marche ou ça marche pas? Sur le vote, ça marche assez mal. Et tout le livre nous dit que ça marche assez mal, que l'homo politicus n'est pas un homo economicus, qu'il est sensible au symbole, qu'il a des émotions, qu'il a le sens du devoir et qu'il n'est pas là uniquement pour maximiser ses intérêts. Ce qui est un point tout à fait important. Alors il y a des éléments tout à fait intéressants dans le livre sur pourquoi finalement la réception de ces théories a-t-elle évolué dans le temps. Dans un premier temps, le livre de Downs, qui sert de matrice, de clé à toute cette réflexion, a été totalement ignoré par la science politique américaine, et ces théories du choix rationnel continuent d'être totalement ignorées par la science politique française. Là, il y a une bonne réflexion d'histoire des sciences sociales. Alors, l'objet du livre, c'est le paradoxe de l'électeur. Pourquoi les électeurs vont-ils voter quand même, alors que ça ne sert à rien? Alors que ça ne leur sert directement à rien. Individuellement à rien. Question, qui est un problème pour la théorie du choix rationnel. On comprend qu'ils y soient attelés avec autant d'énergie et de constance depuis 30 ans. C'est un problème politique aussi aujourd'hui, maintenant. Dès lors que les politiques n'ont plus de pouvoir, dès lors que, quelle que soit la couleur du gouvernement, ils mènent la politique, pourquoi des gens continuent-ils vraiment à aller voter? C'est une vraie question. Il y a cependant un paramètre que vous ne prenez pas en compte, c'est la valeur perçue, l'importance perçue de l'élection. Ce qu'on constate en France, c'est que les gens continuent à voter au moment de l'élection présidentielle parce qu'ils croient que le président de la République, avec de plus ou moins justement, peut encore affecter leur destin. Ils le font encore aux élections municipales, de moins en moins, parce qu'ils croient que le maire a encore du pouvoir. Ils ne le font pas aux élections européennes, et de moins en moins. Là, on attend avec impatience les chiffres des élections au futur Parlement européen, qui vont être absolument désastreuses, parce qu'ils pensent que le Parlement européen n'a aucun pouvoir. De ce point de vue-là, ils sont relativement rationnels, me semble-t-il, ils hiérarchisent en fonction de leur importance leur vote. Il y a une autre question que vous soulevez, qui pour moi est la question importante aujourd'hui, c'est surtout pourquoi les catégories qui ont le plus à gagner au renforcement du pouvoir politique vont le moins voter. C'est-à-dire pourquoi les pauvres ne vont plus voter. C'est ça la question aujourd'hui. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste au cours de ces dernières années un peu partout, et qui était très marqué aux États-Unis, mais qui commence à le devenir en Europe et en particulier en France, les classes populaires ne vont plus voter. Et vous le dites très justement, qui ne vote pas ne compte pas. Et les politiques publiques ne prennent plus en compte les catégories qui ne vont pas voter, à savoir les jeunes et les catégories populaires. Pour moi, ça, c'est la vraie question. Autre remarque qu'a suscité le livre, mais je vais bientôt terminer, Monsieur le Président. Autre remarque. Ce à quoi aboutit le livre, c'est à rappeler, me semble-t-il, je vais le dire dans un autre jeu de langage que le vôtre, que les lecteurs ne votent jamais seuls. Qu'ils votent toujours en fonction d'un contexte, qu'ils votent sous le regard d'un certain nombre de pairs ou de membres de sa catégorie. Le vote n'est pas
malgré toute la pratique du suffrage universel, même malgré toute l'idéologie du suffrage, n'est pas un acte individuel. Et ce qui le démontre le mieux, et je trouve que vous n'utilisez pas ces enquêtes suffisamment dans votre travail, parce qu'elles ne relèvent pas du tout de la théorie du choix rationnel, c'est les enquêtes qui montrent que quand on va faire du porte-à-porte, les enquêtes de Gerber et Green, quand on va faire du porte-à-porte, quand on relance les individus, quand on les culpabilise, d'un certain point de vue au regard soit d'une norme, soit de leurs voisins, à ce moment-là, ils vont voter. Et le fait que le vote soit au fait un acte collectif est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant. Et puis, dernier point, qui moi m'intéresse, c'est finalement à quoi sert-il, à quoi sert l'hypothèse de l'acteur rationnel ou du choix rationnel quand la définition de la rationalité se dilue à ce point, quand finalement elle intègre des réalités sociales, des phénomènes aussi divers. Anthony Downs l'avait dit, si on est rationnel de voter comme sa femme ou comme son patron, parce qu'on ne veut pas se fâcher avec lui ou parce qu'on veut lui faire plaisir, qu'est-ce que ça veut dire que cette rationalité? Et ce qui me frappe quand même à la lecture de votre livre, c'est la défaite finalement d'une conception étroite de la rationalité, qui est celle de la rationalité purement économique, c'est-à-dire la rationalité de l'intérêt, et une forme de dommage rendu par les économistes aux autres sciences sociales, que vous êtes en train de, alors je le dis très très clairement, vous êtes en train de piller, littéralement. Alors votre livre n'est pas du tout là-dessus, mais vos collègues n'ont aucune délicatesse dans leur manière d'annexer d'autres sciences sociales. Je sors de la délibération d'une instance de financement de la recherche, d'une instance de financement de la recherche nationale, où on voit les économistes se comporter en nouveaux seigneurs, et le tiers-état va se révolter contre eux, le tiers-état des sciences sociales, en imposant leur logique et leur mode de fonctionnement aux autres disciplines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je note juste en passant que vous avez dit comme une évidence, dès lors que les politiques n'ont plus de pouvoir. Donc j'en conclus que vous comprenez assez bien ce que dit Hedwig Cassenellen-Bogen lorsqu'elle évoque la disparition du politique. Mais je suis sûr que Hedwig va vous répondre très précisément. Je vais essayer en tout cas. Merci beaucoup. Bien sûr, monsieur. Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Alors, pour commencer, vous mentionnez la confusion, vous dites, entre les néo-républicanismes et les théories de la démocratie délibérative. Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose que je précise dans l'ouvrage, mais que je n'ai pas pu vraiment détailler ici, par souci de rapidité. Mais dans la nébuleuse, la vaste nébuleuse néo-républicaine, les auteurs auxquels je m'intéresse sont des auteurs qui développent une vision instrumentale de la participation. Vision instrumentale par contraste avec le courant néo-républicain classique ou aristotélicien qui, lui, insiste sur les vertus de la participation pour elle-même. Alors, vous dites les démocraties délibératives, elles insistent sur les formes artificielles et procéduralisées de la discussion. De plus en plus. De plus en plus. Sur la procédure. Et je vous réponds oui, absolument. C'est le point d'appui de ma critique, précisément. Donc je suis tout à fait d'accord. Et ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que dans ces théories donc, qui développent une version instrumentale de la participation citoyenne, le processus sur lequel elles insistent tant en vient à primer sur les objectifs républicains eux-mêmes. Et c'est là que s'appuie ma critique. Donc, voilà, pour le premier point. Second point, vous me demandez un petit peu d'éclaircir ma notion du politique. Ce que j'entends par politique, oui, en effet, c'est une... comment dire ma vision du politique est qu'il est défini par des forces
essentiellement dissociatrice, antagoniste. Donc oui, le politique est agonistique au sens du mot grec agon, qui suppose ou qui renvoie aux compétitions athlétiques, donc à une notion de respect et d'admiration mutuelle dans le conflit. Il ne s'agit pas simplement de conflits barbares, bien sûr. Donc oui, c'est un rapport au conflit et à cette notion de agon qui s'approcherait le plus de ma notion du politique pour l'instant, puisque évidemment elle évolue, enfin j'espère. Alors, concernant l'ajustement entre ces théories et le réel, vous demandez, est-il possible d'envisager un retour à des formes de décision autoritaires ? Je partage tout à fait votre méfiance vis-à-vis des théories élitistes et d'un retour en force d'une autorité restreinte ou confiée à un groupe d'experts, ou la plupart du temps d'ailleurs autoproclamés. Ma crainte est précisément que derrière ces théories démocratiques se cache cette menace. Donc, encore une fois, c'est pas pour. Mais il me semble que nous sommes relativement d'accord sur le fond, en tout cas, peut-être pas sur la forme. L'enjeu de la diversité, plus sûr que le seul point de vue des experts, oui, bien sûr. Maintenant, finalement, la question de la compétence politique individuelle, vous m'accusez de nier la possibilité pour les citoyens d'accéder à une certaine compétence à travers l'apprentissage, le learning by doing. Oui, ce que dit Mill, évidemment, est très vrai. Mais de l'encre a coulé depuis, je crois, et il me semble que d'autres théoriciens, peut-être pas aussi pénétrants, je ne sais pas, mais ont décrit comment dire, le niveau de compétence de l'électeur moyen de façon très inquiétante. Je pense à Schumpeter et d'autres bien sûr. Voilà, donc oui, la compétence n'est pas un statut, c'est un processus, bien sûr, mais un processus qui dépend d'un contexte et qui dépend de circonstances. Et ce sur quoi j'essaye d'insister, c'est que ces théories démocratiques n'offrent peut-être pas le bon contexte ou les bonnes circonstances pour un tel développement. Puisqu'elle nie précisément, selon moi, la possibilité pour le citoyen d'une véritable action et d'une véritable réflexion individuelle. C'est ça le point de ma critique. Je m'arrêterai là pour vous laisser la possibilité. Merci beaucoup. On n'est pas obligé d'être long. Je vous passe la parole. Je disais, quand vous êtes présenté comme sociologue, je m'attendais à des critiques féroces et tout, et j'ai eu l'inverse, donc je ne sais pas trop quoi dire. Moi, ce que j'ai à dire, en fait, fondamentalement, j'ai un statut d'économiste, mais je ne suis pas économiste, je suis un théoricien du choix rationnel, c'est-à-dire que je développe des outils mathématiques et que je crois dans la pertinence du choix rationnel parce que c'est un outil commode. Je ne dis pas qu'on peut tout expliquer, et c'est ça que je trouve amusant, c'est que à travers le comportement de vote, on a utilisé tout ce qu'on avait de sophistiqué en mathématiques. Et on n'a toujours pas réussi à comprendre le comportement de vote. Et je trouvais ça super amusant parce que je me disais, voilà, ce qui fait la distinction généralement entre l'économie et les autres disciplines des sciences sociales, c'est de dire, bon, les économistes, ils ont le titre d'économistes, mais en général, ils ont fait des tests de maths. Et c'est des matheux à la base. Donc, théoriquement, ils se croient un peu supérieurs aux autres. Et sur un problème simple, le fait d'aller voter, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à expliquer. Et pourtant, ça fait l'objet d'une littérature incroyable. Le nombre d'articles qui sort là-dessus dans les plus grandes revues, le nombre d'ouvrages qui sortent dans les meilleures maisons d'édition, et moi je trouvais l'énigme intéressante, quoi. Mais c'est pas la seule énigme qui est intéressante. Et de la même manière, vous avez le paradoxe de la révolution. On ne sait pas expliquer pourquoi un individu se révolte, qui fait le choix de se révolter. Et à l'échelle individuelle, ce qui est assez intéressant en économie, c'est que dès lors qu'on a des systèmes d'interaction où tout le monde joue, où les interactions sont compliquées, on sait faire. Là, on arrive, quand c'est compliqué, on arrive toujours à... Et quand c'est simple, on a beau venir avec ce qu'on a de plus élégant, comme on dit en mathématiques, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais dire quelque part, que d'une part, l'économie, c'est pas une science dure, c'est une science sociale.
parce que les individus évoluent, parce que l'environnement change et que c'est difficile à appréhender et qu'il faut faire preuve d'humilité. Mais ça n'empêche pas qu'au fond de moi-même, je crois dans la théorie du choix rationnel comme façon de penser. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais à ma connaissance, j'ai pas mieux, quoi. Et ce que je voulais mettre en valeur aussi à travers cet ouvrage, c'est un truc que j'avais pas observé, parce que j'ai fait peu d'années d'économie, j'ai fait qu'une thèse d'économie, et auparavant j'avais fait des maths. Donc j'ai pas la culture économique et tout. Et donc je me suis formé par moi-même et tout, sans être dirigé par des enseignants. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir que là où le choix rationnel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'élément irréductible de toute société, c'est l'individu. Et donc la société est le résultat des interactions des individus. En d'autres termes, quand vous voulez expliquer un problème, il faut partir des individus, de leur comportement, et c'est les interactions qui expliquent l'émergence de la société, l'émergence des syndicats, qui expliquent l'organisation sociale. Et ce qui m'a troublé, c'est que je me suis aperçu, en lisant justement la littérature du vote, vraiment en rentrant en détail et tout, papier par papier, calcul par calcul, m'apercevoir que souvent, les arguments qui étaient utilisés, c'était des arguments fonctionnalistes, holistes. C'est-à-dire que le choix rationnel, en quelque sorte, s'est construit en réaction, si j'ose dire, je schématise, à la pensée de Marx, une pensée holiste, où on part des structures sociales pour expliquer la société. L'individu vient en bout de chaîne et donc il subit son environnement, il est conditionné par son environnement, alors que là, non. Et je me suis aperçu que dans beaucoup des réflexions de choix rationnel, il y avait, on présentait quelque chose de choix rationnel avec des arguments holistes. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, nous, on n'a pas de cours d'épistémo, mais je trouvais intéressant d'insister sur prendre une problématique, la confronter à l'outil et voir finalement comment, un peu par malhonnêteté, on peut être amené à dire des choses qu'on n'a pas dit. Ou on peut être amené à dire j'ai fait du choix rationnel pour être dans la norme, alors qu'en fait, beaucoup des arguments qu'on a utilisés sont des arguments profondément holistes, quoi. Comme si le choix rationnel, à lui seul, en fait, comme on n'arrive pas à expliquer un problème simple, on a besoin d'emprunter d'autres méthodes que l'on disait discréditées, définitivement discréditées, pour justement, et sans le dire. Et je trouvais super intéressant d'assister sur tous ces paradoxes. En fait, on est confronté à un paradoxe, mais ça a conduit les économistes à être paradoxaux dans leur façon d'aborder les problèmes, parce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre Et c'est là-dessus que c'est ce que je voulais mettre en valeur, en fait. Tous les paradoxes de la science, un peu de malhonnêteté, le fait d'emprunter à d'autres et sans le dire, mais aussi dans la façon de raisonner. On fait croire qu'on a résolu le problème avec la norme standard, alors que c'est pas vrai. Et je sais pas, comme vous ne voulez pas beaucoup critiquer, du coup, je sais pas, j'essaie de, voilà, de. Vous devriez vous en réjouir. Non, mais justement, mais peut-être. Je m'attendais à un ouragan, quoi. Je me suis dit, un sociologue, il va dire, ça y est, on y va. Donc je me disais. Non. Il faut toujours espérer des sociologues. Voilà. Ouais, non, mais j'ai pas voulu entrer dans. Non, honnêtement, j'ai pas voulu entrer dans une critique. Mais c'est. Donc je suis surpris, content. Donc voilà. Peut-être. Oui, alors il y a plusieurs interventions. Oui. Oui. Vous avez beaucoup évoqué le coût à voter. J'ai pas. C'est quoi son coût? En fait, ce qu'on interprète comme coût à voter, c'est le temps passé à préparer l'acte de vote. C'est-à-dire. Pour les lecteurs. Hein. Oui, pour les lecteurs. C'est la somme de plusieurs petits coûts. Le temps que l'on passe à s'informer sur les programmes politiques, le temps que l'on passe à s'informer sur les programmes politiques, le temps que l'on passe à en débattre avec la famille, les collègues, le temps que l'on passe à se déplacer, le temps qu'on passe à faire la queue, c'est la somme de plusieurs petits coups comme ça. Le temps que l'on passe à s'enregistrer sur les listes électorales, c'est tout un ensemble c'est le temps passé, en fait, le temps consacré uniquement à ça. Et c'est cette somme-là, en termes de temps, on l'évalue monétairement, et c'est cette somme de petits temps qui fait le coût à voter. Il est déterminant, vraiment c'est une variable. Oui, c'est une variable. En fait, il est faible. Le coût à voter, en théorie, il est faible, mais le bénéfice à voter est également faible. Donc, ils sont comparables. C'est en ce sens que c'est comparable. Si le bénéfice était élevé, le coût, ça ne compterait pas. Mais ils sont à un même niveau, très faibles tous les deux. Merci. Monsieur. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à voir les trois analyses en même temps. Enfin, sur ce que
que vous disiez par rapport à la malhonnêteté, vous pensez quand même au niveau des théories économiques à Friedman et à la question de l'intérêt, où on a vraiment des gens qui sont malhonnêtes et qui sont sur un intérêt général et qui justement, effectivement, ça servent énormément et connaissent, c'est-à-dire par exemple, connaissent très bien ces gens comme Bourdieu et utilisent des théories holistes, effectivement, sans le dire, parce que tout en reposant leur propre intérêt, donc une théorie individuelle et toujours rationnelle derrière. Donc ça, il y a là-dessus, il y a les théories de Chomsky aussi sur les questions d'intérêt, non pas des théories complot, mais des intérêts, des groupes d'intérêt. Sur le débat entre M. Longo et Mme Bogen sur les questions d'autorité, de la réapparence de l'autorité. Moi j'ai l'impression quand même que l'émergence, le retravail au niveau politique des mouvements religieux fondent beaucoup ce que vous dites dans l'actualité de la démocratie aujourd'hui et sur le dépassement de quelqu'un comme Hollande. Pour moi, les critiques que vous faites, je vois complètement Hollande. Pour moi, c'est l'archétype de la critique que vous faites. Et à l'opposé, il y a tous les extrémismes religieux qui dévalent. Voilà. Merci. Oui, je vais quand même. J'en prie. Je vais venir au terme malhonnêteté que vous avez retenu de ce que j'ai dit. En fait, c'est un peu fort, mais disons que, par exemple, dans le comportement de vote, pour essayer d'endogéniser le sens du devoir, pour représenter le sens du devoir, on va dire que quelqu'un qui est animé du sens du devoir, c'est quelqu'un qui maximise une entité plus grande que lui. C'est-à-dire qui va voter en maximisant, comme si il maximisait le bien-être de toute la société. Et je dis que c'est assez malhonnête parce qu'on nous donne une règle de conduite, comme ça, qui est donnée, dont on ne nous explique pas d'où elle vient. Et le principe du choix rationnel, c'est d'expliquer pourquoi un individu se dote du sens du devoir et comment ce sens du devoir se généralise à la société. Donc on nous donne une norme sociale, une structure sociale, et de cette structure sociale, on résout le problème. Et moi, ce que je dis, c'est non, on n'a pas résolu, même si on a la bonne solution, le modèle n'est pas terminé parce qu'on ne sait pas d'où vient la structure sociale que l'on s'est donnée. Et en soi, ce n'est pas du choix rationnel. Oui, l'une des évolutions possibles à partir de la situation actuelle, c'est celle que vous décrivez, c'est-à-dire c'est un appel à des formes plus autoritaires. Je pense que ça va au-delà de la polarisation autour des questions religieuses. Ce qu'on peut appeler la gouvernance de manière générique ou c'est la soft politique, effectivement, c'est-à-dire cette forme de politique qui est une sorte d'accompagnement plus ou moins efficace de processus qui dépassent les politiques et qui impliquent des pouvoirs peu visibles en interaction constante et à l'échelle internationale. Bon, cette soft politics ne peut pas secréter sur un mode réactif des réflexes de nostalgie pour des formes politiques infiniment plus simples, dans laquelle on pouvait distinguer facilement l'ami et l'ennemi, puisque la conception dont parlait Madame Castellane-Bogen, c'est une conception schmittienne du politique. On peut distinguer facilement l'ami et l'ennemi. On peut imputer clairement la responsabilité de décision à des autorités saisissables par l'esprit. Le gros problème de la politique contemporaine, c'est qu'on ne sait plus véritablement qui décide, qui gouverne, quand se fait la décision. Et donc cette simplification du réel qu'autorise un schéma assez autoritaire qui est porté par un certain nombre d'extrémismes, qui a été porté aussi par le discours de Nicolas Sarkozy, à défaut d'être porté par son action, cette forme de retour aux fondamentaux du politique peut rencontrer pas mal, me semble-t-il, de succès dans l'opinion publique. Je pense on est dans une situation de tension entre deux extrêmes, des formes de démocratisation à l'extrême, autour de la démocratie délibérative, participative, horizontale, etc., et des formes des groupes sociaux qui vont adhérer à des schémas extrêmement différents, et je pense que je ne sais pas du tout qui va l'emporter sur l'autre.
L'insistance sur le conflit n'est pas nécessairement schmittienne, auquel cas Marx serait schmittien, ce qui ne me paraît pas encore établi. Edwige, peut-être voulez-vous... Oui, très rapidement, je crois que d'insister sur la dimension agonistique ou conflictuelle du politique ne mène pas nécessairement à une simplification de la théorie, au contraire, ou à un simplisme. Et pour répondre à monsieur, oui, en effet, je crois que quand les socialistes se rapprochent en pratique dans leur politique du centre et de la droite démocratique, eh bien l'extrême droite gagne du terrain parce que elle est la seule à reconnaître une alternative au consensus, c'est-à-dire reconnaître le dissensus et à agir dessus. Donc oui, tout à fait. Bon, pardon. Oui, alors plusieurs, monsieur. Bon, en vitesse, moi j'ai un peu de mal à avoir peut-être une question, parce que c'est pour madame, mais j'ai l'impression que je vais dans votre sens, mais moi je suis toujours très critique par rapport à ces idées qui consistent à vouloir se débarrasser finalement de la notion d'acte politique, la notion d'acteur, de sujet acteur de l'histoire, etc. Et j'ai l'impression que ça va dans votre sens, enfin... et puis cette notion d'émergence qui remplacerait finalement l'acte politique comme la révolution, etc. Est-ce que ça vient pas de la biologie, ça, et que ça ne sera pas une sorte de naturalisation de la société? Et puis d'autre part, juste quand même une question par rapport à, aux idées de Monsieur Rosan-Vallon, votre collègue là, qui maintient lui une hiérarchie, vous savez, entre les niveaux de légitimité, le niveau premier qui est politique, ensuite le social, et ensuite, alors ce qui serait la démocratie délibérative, qui aurait sa légitimité effectivement, mais comme troisième niveau de légitimité. Est-ce que vous pensez que c'est une alternative, quelque chose d'intéressant par rapport justement à ces risques, que vous critiquez, que je critique comme vous, quoi. Alors, oui, sur la provenance de l'image de l'ordre spontané, en effet, ça vient de la biologie et de la cybernétique, chez Hayek en tout cas. Ça a été développé dans les années 60 par Bertalanffy en l'occurrence. Et s'agissant de la conception de M. Rosan-Vallon, je laisserai M. Manant répondre à la question s'il le désire. et sinon, plus tard peut-être. Je crois qu'il y a d'autres questions, monsieur. Oui. Oui, je comprends pas comment on peut dépasser l'argument de John Stuart Mill, learning by doing. Puisque pour l'invalider, il faudrait que tout le monde passe beaucoup de temps à s'informer et alors on pourrait vérifier si la compétence est augmentée ou pas. Mais tant qu'on n'est pas arrivé là, on peut pas l'invalider. Oui, il ne s'agissait pas du tout de l'invalider, au contraire, mais d'insister sur le contexte dans lequel on entend ce principe d'apprentissage, le contexte général, c'est surtout ça. Monsieur le Président, je peux dire un mot là-dessus? Un mot simplement. Je pense qu'effectivement, il y a... Pour les théoriciens de la démocratie délibérative, il y a ce qui peut être considéré comme une illusion, mais l'idée que si on change le contexte du processus d'information et de prise de décision des citoyens, si on rompt avec ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire grosso modo on a des citoyens qui sont pour la majeure partie de leur temps pris dans des actes de consommation ou des actes de production, de travail et non pas de loisirs pour s'intéresser à la politique, si on leur donne du temps pour s'intéresser à la politique, si on les met dans les conditions favorables à cet enrichissement individuel et à cette politisation, à ce moment-là, on peut changer assez fondamentalement ce que sont nos démocraties. Ce que critique, et c'est là où je reviens sur la thèse du livre, le nouvel idéal politique, ce que critiquent les théoriciens de la démocratie délibérative, selon moi, vraiment, c'est l'ordre politique spontané tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est façonné
façonné par les médias, par les structures économiques, et ce qu'ils essayent, c'est de changer radicalement ce contexte de production de l'opinion et de la décision. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que en fait, ce qui me gêne, c'est cette notion d'ordre politique spontané. Il y a un ordre politique spontané aujourd'hui. C'est l'opinion publique telle qu'elle se construit au jour le jour, à travers les médias, à travers les discussions individuelles. Ce contexte est jugé insatisfaisant pour ces théoriciens, et ils essayent de retrouver les conditions en offrant des possibilités de participation aux citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Manuel Jean-Pietri. Oui, bonsoir. Je viens de terminer 3 mois de travail sur une évaluation globale de la politique de l'autisme en France. Alors, je suis désolé, je descends au contraire peut-être du rationnel, mais comme je travaille sur à peu près toutes les causes sociales et économiques, je m'aperçois, avec d'autres, que dès qu'on ouvre un dossier, on s'aperçoit que tout le monde est au travail du politique et que l'ensemble des acteurs produisent des réactions de défensive et d'offensive. L'État se défend et est très assiégé par l'ensemble des groupes sociaux ou des individus qui sont concernés par les retraites, l'autisme, l'arbitrage de la formation professionnelle. En réalité, l'État et le politique, c'est un ensemble, ce sont des millions de signes, de réunions, de décisions, de notes, qui, chaque jour, en réalité, donnent lieu à des tas de décisions, ou d'indécisions, ou de non-décisions, auxquelles il manque des arbitrages. C'est là où l'État, aujourd'hui, est débordé par sa difficulté à gouverner. Et les individus et les groupes, mais c'est la même chose en réalité, les parents d'autistes, c'est un groupe, ils sont aussi par ailleurs inquiets pour leur retraite, etc. Les parents et les acteurs, par exemple, de l'autisme, sont confrontés à un énorme problème de gouvernance. Parce que c'est pas parce que les individus parlent entre eux, ou sont affrontés au même problème, que le mal, le dissensus, les passions sauvages, et de manière générale, l'incertitude face à l'incapacité à guérir, à s'occuper, la difficulté à comprendre, disparaissent. Et donc, si vous voulez, encore une fois, dès qu'on ouvre un problème social, on a face à face, ou plutôt, je dirais, en permanence intriqués, les individus, les groupes et l'État, qui eux-mêmes, quelle que soit la qualité de professeur de médecine ou des infirmiers ou de l'administration, ont bien du mal à s'ajuster au déluge, de propositions qu'ils font, du côté individu ou groupe, et de l'autre, au déluge de demi-décisions, de manque de gouvernance de l'État. Donc, moi, j'appellerais tout de même à la fois regarder pourquoi la France n'explose pas. C'est parce que les gens s'expriment, font des choses rationnellement, irrationnellement. Ils sont libres et ils multiplient le bricolage pour s'en sortir eux-mêmes et interpeller l'État. Et à l'inverse, l'État essaye de recevoir l'ensemble de ces signes de façon autoritaire. Il voudrait bien être autoritaire, il le fait de façon bureaucratique. Michel Crozier est mort il y a quelques jours, on peut lui rendre nous-mêmes lui faire ce petit signe. Il le fait de façon bureaucratique et de plus en plus impuissante, mais c'est parce que les problèmes sont impuissants. Et je termine simplement sur l'autisme en rappelant que la prévalence de l'autisme a décuplé en 25 ans en France et dans le monde, enfin en tout cas dans les pays où on peut enregistrer une prévalence, aux États-Unis, en Europe, et que les parents bientôt vont dire on y est presque, un autiste sur 100. Et il y a donc une incroyable prolifération et tendance du social à nous considérer comme porteurs de tous les problèmes. On a fait une étude pour montrer qu'en réalité, si on enregistre sur un an ceux dont les Français sont affectés, ou les gens du tiers-monde, eh bien, nous sommes 1 milliard, en tout cas en France.
1 milliard parce que 1 milliard d'unions d'handicapés, de gens qui veulent pas payer leurs impôts, de gens qui ont telle ou telle affection, qui ont un cancer qui n'est pas connu, bon voilà. Et cela pour dire que il y a une insuffisance, il y a une incapacité à gouverner toute cette multiplicité, tous ces défis qui étaient auparavant tues. Voilà, hein, et tues parce que les autistes, personne ne s'en occupait, ou alors ils étaient relégués. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est un peu long, mais c'est un peu compliqué le social. Merci beaucoup. Alors je pense que ça mérite des réponses ou des commentaires. Ça mérite très certainement réflexion, mais je voulais simplement répondre à un point de M. Blondiot juste avant. Je ne conteste pas la volonté des théories démocratiques. Je ne conteste pas la volonté des néo-républicanismes qui, comme vous le dites très justement, est de critiquer l'ordre politique qui est guidé par les médias et qui est aussi d'ailleurs la volonté des néo-républicains, qui est aussi de produire une théorie pragmatique, une théorie empirique, de replacer le citoyen au cœur du processus. Je ne critique absolument pas, je ne conteste pas cette volonté. Ce que je dis, c'est que selon moi, on mesure la justesse, la pertinence, la puissance d'une théorie, non pas à ce qu'elle prétend accomplir, mais aux prescriptions qu'elle délivre. Or là, et c'est ça que je dis, l'examen se révèle décevant, très décevant. Voilà. Pourquoi avoir choisi ces auteurs pour penser les théories de la démocratie délibérative, dans la mesure où ce ne sont pas les auteurs les plus centraux ou les plus influents, en tout cas aujourd'hui. Donc pourquoi êtes-vous arrivé à ces théories-là, et dans quelle mesure sont-elles représentatives de ce que vous nommez donc la théorie délibérative, et est-ce que finalement, est-ce qu'elle représente, est-ce que c'est un courant, est-ce que c'est un courant dominant, marginal, bon, voilà. Qu'est-ce que ces auteurs représentent? Et une deuxième question à Tariq Tasdaït. Alors vous avez bien montré finalement comment l'énigme du vote permettait de remettre en cause la théorie du choix rationnel. Et je me demandais si on ne pouvait pas aller plus loin, c'est-à-dire est-ce que finalement l'énigme du vote ne pourrait pas remettre en cause la théorie du choix rationnel, y compris pour l'analyse des comportements économiques et du consommateur. Enfin, je pense notamment au comportement de consommation lié au luxe, qui me semble finalement assez peu rationnel souvent. Et en fait, tout type de consommation n'est-elle pas axée par orientée vers des comportements, vers des valeurs, donc des éléments qui dépassent en fait la question d'intérêt et des coûts. Finalement, est-ce que en allant chercher vers le politique, on ne peut pas réinterroger la théorie du choix rationnel? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je crois Edwige va commencer à vous répondre, ensuite M. Tasdaïd qui va conclure, puisque Edwige a commencé, je crois qu'il est juste que vous concluiez, et puis nous lèverons la séance car l'heure sera arrivée. Bon, alors je serai très brève. Sur le choix des auteurs, c'est toujours difficile de mesurer l'influence d'un courant par rapport à un autre. Je ne sais pas à quoi on mesure ça. Est-ce que c'est au nombre de références Mais le courant que j'ai choisi d'examiner, qui appuie une vision instrumentale de la participation politique plutôt que le courant aristotélicien, et de la vie commune, je crois, le plus influent aujourd'hui, mais manifestement nous sommes en désaccord sur ce point. Le choix des trois auteurs, Philippe Petit est celui qui définit les fondements, les principes fondamentaux du néo-républicanisme, principes dont se revendiquent la plupart des néo-républicains dans cette mouvance-là. David Miller propose une version nationaliste de ce paradigme, de l'idée donc néo-républicaine, et Ferry, lui, à travers sa philosophie de la communication, propose une version cosmopolite de l'idée. Donc il m'a semblé intéressant de prendre ces trois points différents au sein donc de la mouvance néo-républicaine instrumentaliste, si on peut l'appeler comme ça, qui offrait donc trois points de vue différents, mais qui présentaient tous les trois les mêmes points essentiels sur lesquels je pouvais appuyer ma critique. Voilà. Vraie conclusion, car je crois qu'on me signale que oui. il va falloir... Sur la limite de la théorie du choix rationnel, c'est une méthode.
Et comme toute méthode, elle n'a pas prétention à répondre à toutes les questions, du moins à apporter la réponse juste à toutes les questions. Et le fait qu'elle bute, comme disait Lakatos, ce n'est pas un problème qui remet en cause une méthode. C'est une méthode qui doit supplanter une autre méthode. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'a pas d'alternative, on se contente de ce qu'on a, quoi. Même si on sait que sur certains aspects, elle n'est pas opérante, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi différents aspects où elle apporte des choses intéressantes, où a priori, on a des résultats qui sont compatibles avec les faits. Et je dirais même, je pourrais aller un peu plus loin, si je voulais me faire défenseur du choix rationnel, je dirais que, justement, même si elle n'a pas apporté de réponse sur le comportement de vote, on peut dire qu'elle a été une contribution à une meilleure compréhension du comportement de vote, puisque les réponses qui ont été apportées en termes de sens du devoir, en termes de pluralité politique, on sait qu'elles ne sont pas suffisantes. Ça signifie qu'on n'a toujours pas trouvé, je peux l'interpréter comme ça, mais qu'on n'a pas toujours trouvé la bonne explication. Et donc il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Excellente conclusion. Merci à tous.